je m'appelle Antoine Gomel, je suis paysan ici à Huillères-et-Froid, donc dans le Pas-de-Calais, sur une ferme de 24 hectares de prairies permanentes. J'élève des bovins pour la viande et puis des poulets en élevage biologique. Je vends une partie de ma production en circuit court et une autre partie en circuit long, quoi. Je suis également porte-parole de la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais depuis 6 mois maintenant. Et dans ce cadre-là, j'essaye de porter le projet de la Confédération paysanne. Et on se bat contre l'industrialisation de l'agriculture et on essaye de faire vivre une agriculture paysanne. Ça fait maintenant 8 ans là, que j'ai repris la ferme. Auparavant, c'était donc la ferme de mon père, qui était éleveur laitier. Et puis auparavant, c'était mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Donc c'est une ferme familiale. On est ici vraiment dans une ferme typique du bocage boulonnais. Donc avec, on peut le voir, pas mal de haies, d'arbres et de prairies. Et du coup, qui est adapté, on va dire, à un élevage, à de l'élevage. Nous allons aujourd'hui parler ensemble de l'agriculture et des différents problèmes, des différents enjeux que rencontre l'agriculture française. Quel bilan faites-vous concernant les problèmes que rencontre l'agriculture française? Est-il déjà des problèmes, premièrement? Et s'il y en a, quels sont-ils? Oui, effectivement, des problèmes, il y en a, c'est clair. Pour nous, la Confédération paysanne, le problème de base, c'est un problème de revenus des paysans, quoi. Alors, il y a plein de problèmes, mais le problème le plus criant et ce qui a fait que beaucoup de monde est sorti dans les rues et sur les ronds-points, etc., c'est vraiment un problème de revenus. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des productions agricoles aujourd'hui qui sont mal rémunérées. Les gens travaillent beaucoup, doivent beaucoup investir et un engagement très fort pour un retour économique qui est très faible. Et du coup qui est lié en fait à ce que le prix des produits qui est acheté aux agriculteurs est acheté en dessous des coûts de production, quoi. Donc ça, c'est vraiment le problème pour nous de base, et ce problème-là n'a pas du tout été réglé avec toutes les annonces qu'on a entendues depuis le mois de janvier, quoi. Est-ce que vous direz que la profession, du coup, elle est en danger? Oui. Alors oui, tout à fait. Alors du coup, la profession, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où le milieu agricole, il est très varié, très divers en fait. Entre ici, vous êtes dans une ferme d'élevage, une petite ferme d'élevage du Boulonnais, et je peux prendre plein d'exemples, mais une ferme viticole d'Alsace ou une ferme céréalière de la Beauce ou bref. Donc et il y a certaines parties de l'agriculture aujourd'hui qui s'en sortent très très bien. Et puis d'autres qui vont très mal, quoi. Donc la profession, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas l'agriculture française et l'évolution qui est la sienne depuis 50 ans maintenant, ça ne va pas dans le bon sens et ça va dans le mur. On le voit d'ailleurs au nombre, si on peut prendre juste un nombre, c'est le nombre d'agriculteurs en tant que tel. Où on était encore 1 million dans les années 80. Aujourd'hui, on est 400 000 et enfin, on est même moins de 400 000 et on nous annonce être à 200 000 dans 10 ans, etc. Donc le nombre d'agriculteurs, il baisse. Donc oui, la profession en tant que telle est en danger, quoi. À la Confédération paysanne, vous défendez une agriculture dite paysanne. Est-ce que justement vous pouvez expliquer c'est quoi une agriculture paysanne? À quoi elle s'oppose du coup inversement? Ouais. Alors pour nous à la Confédération paysanne et tous les associations qui tournent autour de la Confédération paysanne et qui défendent l'agriculture paysanne, c'est une agriculture, on va dire, à taille humaine, c'est-à-dire où le paysan qui est dans sa ferme reste maître de ses décisions parce qu'il n'est pas trop endetté, donc peu d'endettement, une autonomie, soit en termes de décision, en termes de, par exemple ici dans une ferme d'élevage, en termes de fourrage, d'alimentation, c'est-à-dire pas acheter tous ces aliments à l'extérieur mais les produire soi-même. C'est aussi une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Donc ça, c'est un autre point. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une agriculture qui est intégrée dans son territoire, c'est-à-dire qui se fournit localement, qui vend localement. C'est aussi des agriculteurs qui s'engagent localement, soit dans des associations, dans des conseils municipaux, etc., dans la vie de la société, quoi. Du coup, c'est un peu ce type d'agriculture qu'on défend. Et du coup, où on a des fermes, quand on dit à taille humaine, c'est-à-dire qui restent d'une taille qui peut faire vivre 1 ou 2 ou 3 personnes, mais où et du coup, des fermes vraiment quadrillent le territoire. Notre idée, c'est vraiment qu'il y ait plus de fermes, de plus petite taille en gros, si on veut, et où du coup les paysans puissent s'entraider, peuvent se rencontrer, etc. Et ça crée du dynamisme, quoi. Qu'est-ce que vous direz justement aujourd'hui à un paysan qui est conscient qu'il a des droits, il veut s'engager dans le syndicalisme pour défendre ses droits, mais il ne sait pas quelle
organismes rejoindre. On a aujourd'hui vous, la Confédération paysanne, on a également la FNSEA d'une autre part et la coordination rurale. Qu'est-ce que vous lui diriez, vous, aujourd'hui? Pourquoi vous rejoindre, vous, plutôt que les autres organisations syndicales qui défendent les paysans? Déjà, ceux qui défendent les paysans, si on prend le terme paysan, c'est vraiment la Confédération paysanne. C'est-à-dire que du coup, rejoindre la Confédération paysanne, c'est se dire qu'en fait, ce qu'on veut en tant qu'agriculteur, en tant que paysan, c'est pas grossir, être le plus gros, être le plus riche et être le plus fort, avoir le plus gros tracteur, en gros. Mais c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire dire je veux vivre de mon métier, mais je veux en même temps que vivre de mon métier, ce ne soit pas écraser les autres, c'est-à-dire reprendre leurs terres ou leur faire concurrence, vendre mes produits à la place des leurs, que ce soit les paysans autour de chez moi, mais aussi les paysans aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que la Confédération paysanne, elle est membre de la Via Campesina, qui est une organisation paysanne internationale. Et on a vraiment cet enjeu-là de dire il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre les paysans, quoi. On doit pouvoir vivre de notre métier, on doit rester sur des fermes à taille humaine, et en fait, on ne doit pas être à la course, à l'agrandissement et à l'industrialisation de l'agriculture. En fait, rejoindre la Confédération paysanne, c'est lutter aussi contre cet emballement industriel de l'agriculture, quoi. Vous avez tout à l'heure mentionné qu'il y avait un problème dans le revenu, notamment des paysans. Vous défendez notamment le revenu paysan. Est-ce que vous pouvez expliquer en plus en détail en quoi ça consiste, cette revendication que vous portez à la Confédération paysanne? Notre mot d'ordre, entre guillemets, c'est un revenu digne pour tous les paysans et paysannes. Donc le revenu digne, il est vraiment là, quoi. C'est de dire, en fait, il faut un revenu qui permette de vivre correctement et sans pression. Et du coup, ce revenu, il doit être basé sur les produits qu'on vend. Et donc, les productions qu'on vend, nous, on avait plusieurs revendications qu'on a toujours d'ailleurs. Et la première, c'était par exemple, et le président de la République l'a un peu repris, un prix plancher. C'est-à-dire, en fait, il serait interdit de vendre un produit en dessous de notre coût de production, c'est-à-dire combien ce produit nous a coûté à fabriquer. Effectivement, il y a le coût des matières premières, il y a le coût il y a le coût des investissements et du matériel, mais il y a également le coût du revenu du paysan et le coût de sa protection sociale, quoi. C'est-à-dire que du coup, une fois qu'on ajoute tous ces coûts-là, je prends l'exemple, moi je fais de la viande bovine, ça veut dire que quand j'ai ajouté tout ça, mon kilo de bœuf, c'est, je sais pas, ça me coûte, on va dire 5,50 € le kilo de carcasse, je ne devrais pas pouvoir vendre ce kilo en dessous de ce prix-là. Du coup, ça, c'était notre premier truc. Et en fait, pour pouvoir en arriver donc à ces prix planchers, il faut lutter contre une forme de concurrence ultralibérale qui est aujourd'hui sur le marché agricole. C'est-à-dire qu'effectivement, si mon kilo de bœuf, je le vends à au minimum 5,50 €, si mon acheteur, il peut avoir, lui, du bœuf qui vient de je sais pas où, à 3 €, il va aller prendre celui-là. Et le consommateur dans le supermarché ou ailleurs, exactement. Donc nous, on milite aussi pour qu'il y ait des prix minimums d'entrée sur le territoire au moins européen. On milite aussi, par exemple, pour la fin des accords de libre-échange. Parce qu'en fait, les accords de libre-échange, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on baisse les droits de douane. Je caricature un peu, mais en gros, pour nous, pouvoir vendre des Airbus, des voitures et des produits pharmaceutiques, on va autoriser d'autres pays à faire entrer de la viande, du soja ou je ne sais quoi, défiant toute concurrence. Et du coup, nous, derrière, on ne peut pas s'en sortir, quoi. L'agriculture française touche beaucoup d'argent via la politique agricole commune. Et donc, pour nous, c'est un levier énorme pour réorienter le revenu des paysans. Je prends juste un exemple. Hier, je participe à une réunion au niveau régional sur, pour être simple, l'attribution d'une partie de l'enveloppe de la PAC et quels sont les critères d'éligibilité. Et en fait, ils ont fait le bilan sur cette enveloppe en 2023. Et je me suis rendu compte que, en fait, comme c'est des aides à la surface, il y a certains agriculteurs qui ont eu sur cette enveloppe plus de 500 000 € d'aide, alors que la grande majorité touche sur cette enveloppe-là entre 0 et 10 000. Et en fait, nous, là, on se dit, il y a un problème, c'est-à-dire que pourquoi certains peuvent toucher 500 000 parce qu'eux, ils ont 3, 4, 500 hectares, et que d'autres vont aller toucher 5 000. Là, il y a une injustice flagrante. Et en fait, il faut rééquilibrer ça, et en fait, notamment en subventionnant plus à la surface, à l'hectare, mais bien à l'actif, c'est-à-dire au nombre de personnes qui travaillent sur la ferme, quoi. Et ça permettrait d'améliorer le revenu moyen des paysans. Donc vous direz que la PAC, elle doit être réformée en l'état tel quel actuellement. La PAC, cette politique agricole commune qui émane de l'Union européenne, selon vous, elle n'est pas efficiente, elle n'est pas bénéfique actuellement pour vous, agriculteurs? Alors elle n'est pas...
Alors, je ne vais pas cracher dans la soupe dans le sens où tout est mauvais dans la PAC. Hein. En fait, le principal problème de la PAC, c'est qu'il subventionne en fonction du nombre d'hectares qu'on a. Donc en fait, plus on a d'hectares, plus on touche d'argent de la PAC. Et en fait, de ce fait-là, du coup, comme on vend nos productions peu cher, si on veut gagner du revenu, il faut augmenter sa surface. Et donc c'est la course à l'agrandissement, mais sauf que qui dit course à l'agrandissement, dit après il faut acheter du plus gros matériel, du coup on investit encore plus, on a encore plus de travail, du coup on est débordé, du coup voilà. Donc c'est un cercle vicieux en fait un peu. Donc oui, elle fonctionne mal, et du coup nous on milite fortement et depuis des années pour qu'on subventionne moins à la surface, mais plus à l'actif agricole. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point où on trouve qu'elle fonctionne mal, cette PAC, c'est que du coup, beaucoup d'argent est mis sur, on va dire, ce qu'on appelle les paiements de base, c'est-à-dire à la surface, quelles que soient les productions. Alors que nous, on voudrait qu'il y ait plus d'argent réorienté en fonction du type de production qu'on fait, et notamment sur le bio, sur les mesures agro-environnementales, sur tout ce qui va aller dans un sens d'une meilleure protection de l'environnement, quoi. Et donc nous, on trouve qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas suffisamment d'argent là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz, comme beaucoup de politiques notamment, que le problème de l'agriculture française, il est à Bruxelles en fait. C'est l'Union européenne. Est-ce que vous partagez ce constat, ou est-ce que les responsables de la crise sont plutôt à Matignon, à l'Elysée, ou est-ce que vous localisez en fait vous les fauteurs de troubles? Je pense que c'est trop simplifier les choses que de dire tout se passe à Bruxelles. En fait, c'est quand même un processus qui est mis en œuvre depuis des dizaines d'années. Donc effectivement, aujourd'hui, on va dire la structure de la PAC, elle est désignée, elle est fabriquée par l'Union européenne, on est d'accord. Sauf que depuis quand même, notamment la nouvelle version, il y a une marge de manœuvre de plus en plus importante qui est laissée aux États. Donc du coup, la France, en tant que telle, le ministre de l'Agriculture et le président de la République, ils ont quand même beaucoup de leviers qu'ils auraient pu mettre en place lors de la fabrication de la PAC et qu'ils n'ont pas pris en main, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils auraient pu basculer plus d'argent sur l'agroécologie, par exemple, etc. Ça, ils l'ont pas fait, c'est un choix français. Après, cette PAC, elle est quand même sur la course à la surface. Effectivement, c'est au niveau de l'Union européenne, mais en même temps, qui est à l'Union européenne? Je veux dire, c'est la France, c'est l'Allemagne. Je veux dire, quand des responsables politiques français disent c'est la faute de Bruxelles, en fait, c'est de leur faute aussi, puisque aujourd'hui, le parti d'Emmanuel Macron, il est majoritaire à l'Union européenne, quoi. Donc, c'est trop facile, en fait, hein. Donc non, en fait, aujourd'hui, il y a moyen de changer des choses en France, et en plus, en votant en France, on influe sur la politique européenne, hein. Alors pourquoi pas la PAC justement la supprimer? Car en fait la PAC, on donne de l'argent et on reçoit de l'argent. Et réinvestir l'argent qui était investi dans la PAC, un système commun européen, pour l'investir directement dans l'agriculture française. Pourquoi cette solution, vous n'êtes pas pour selon vous? De un, selon moi, ça réglerait pas grand-chose parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la politique aujourd'hui qu'on a agricole du gouvernement Macron en tant que tel, il irait pas dans le sens que nous on veut. C'est-à-dire que du coup, on n'est déjà pas d'accord avec eux. Donc, même si c'est la France qui décide, on va encore financer à la surface, les plus gros auront le plus d'argent, etc. Donc là-dessus, moi, j'ai aucune confiance. Et ensuite, nous, à la Confédération paysanne, on est bien d'accord que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle est pour le libéralisme économique, la fin des accords de libre-échange, envoyer nos productions aux quatre coins du monde. Et ça, on est totalement contre. Mais on pense que c'est pas en se repliant sur nous-mêmes, nous, Français, qu'on va influer dans le monde. Et on se dit, c'est plutôt, il faut modifier l'Union européenne en tant que telle. C'est pas facile et c'est du travail de long terme, on en est bien d'accord, mais c'est par l'Europe qu'on peut changer des choses quand même, quoi. Moi, là, je reste convaincu de ça. Et justement, dans le cadre de l'Union européenne, on a notamment le Pacte vert européen, le Green Deal, qui alors est critiqué par beaucoup, parce qu'il impose des normes, notamment aux paysans, et il peut être loué par d'autres. Quel est votre avis? Est-ce que c'est un bon projet ou un mauvais projet pour vous, ce pacte vert européen? Dans l'idée, ça fait partie, moi, quand je dis il faut que les choses elles changent par le biais de l'Union européenne. Effectivement, ce genre de projet, moi, je trouve c'est l'idée de départ, elle est bonne, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on avance tous ensemble vers plus de, entre guillemets, de verdissement de l'agriculture, et que du coup, que ce soit l'Union européenne qui impose ça, en tout cas qui lance ça, je trouve que ça, c'est très bien. Ensuite, que ça impose des normes, etc. aux agriculteurs. Nous, on est plutôt pour dire que les normes environnementales, etc., elles sont une protection pour les agriculteurs, en fait. Mais
il faut que de l'autre côté, il n'y ait pas une concurrence qui arrive avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes et qui soient mis en concurrence directe avec ces produits, entre guillemets, européens de meilleure qualité, si on veut. Après, si on regarde dans le détail du pacte vert, je pense que ça ne va pas assez loin sur pas mal de sujets, mais sur le concept, voilà un peu l'idée, quoi, effectivement. Alors justement, vous défendez une agriculture écologique, en tout cas, respectueuse de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette écologie politique, des fois, elle n'est pas plus contraignante que productive, plus punitive également que productive? Comment vous répondez aujourd'hui à ceux qui ont cette critique-là de ce que vous défendez en termes de manière écologique? Alors au niveau agricole, moi ce que je réponds là-dessus, c'est que en fait il n'y a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que du coup il y a un dérèglement climatique qui est quand même majeur. Nous, agriculteurs, on le vit vraiment pleinement. On vient de là de passer un hiver d'inondation là dans le secteur, etc., qui a été très compliqué. En 2022, on a eu une sécheresse et une canicule. Toutes les pâtures ici étaient grillées jaunes. Enfin, je veux dire, du coup, on est les premiers touchés par ça. Donc, à un moment donné, si on fait rien, dans 10-15 ans, la génération suivante, je ne sais pas comment ils vont produire, mais ça va être de plus en plus compliqué. Donc, la première chose, c'est il n'y a pas de choix, il faut qu'on agisse, quoi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on laisse faire les gens ce qu'ils ont envie de faire, il n'y aura aucune évolution, quoi. Donc oui, à un moment, il faut mettre des règles, il faut mettre des normes. Alors elles sont dures à accepter parce qu'il faut qu'on change nos pratiques, etc. Mais en même temps, c'est-à-dire que ça ne peut marcher que si derrière il y a une amélioration, et notamment, moi je reviens sur l'amélioration du revenu, c'est-à-dire que, je prends juste un exemple, il y a un documentaire que j'ai vu cette semaine, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle La ferme des Bertrands, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui suit donc une ferme en Haute-Savoie. Dans cette zone AOP, le lait il est payé 2 fois plus cher qu'ailleurs en France. Pourquoi? Parce que ils ont un cahier des charges et le lait va faire du reblochon, donc un produit qui est bien valorisé. Mais par contre, à côté de ça, ils ont un cahier des charges très restrictif sur leur manière de travailler. Ils ont plein de règles à respecter, plein de normes sur l'alimentation, sur l'herbe, sur etc. Mais sauf que derrière, il y a du revenu. Du coup, les gens l'acceptent, ils disent il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien me plier à des normes si derrière, je peux faire le métier que j'aime et qu'en plus, je suis bien rémunéré pour ça. Donc moi et nous à la Confédération Paysanne, on dit les normes, c'est hyper important et pour le changement climatique, mais aussi pour la santé des gens et des paysans. Mais du coup, il faut qu'il y ait le revenu derrière. Et du coup, les produits de qualité doivent être payés à un prix décent. Une agriculture écologique et qui respecte l'environnement, elle est concevable en France dans les années à venir? Elle peut advenir selon vous? Bien sûr, mais en fait, c'est pour ça qu'à la Confédération Paysanne, on milite depuis la création de la Confédération Paysanne pour aussi un changement de société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans parler de la société dans son ensemble. Et en fait, c'est-à-dire que si on veut changer l'agriculture par de la manière dont je vous l'explique depuis tout à l'heure, il faut que la société derrière, elle se modifie aussi. Et notamment que ce rapport à l'alimentation, il change. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, et depuis les années 60-70, dans une course à la bouffe pas chère, la moins chère possible. Et du coup, c'est impossible de changer l'agriculture et que les agriculteurs en vivent si la nourriture continue d'être la moins chère possible. Donc oui, il va falloir que la nourriture coûte un peu plus cher. Ça, c'est un premier point. 2, il va falloir arrêter qu'il y ait entre l'agriculteur et le consommateur une myriade d'intermédiaires qui fassent des marges tout au long de la chaîne. Quand on voit qu'un litre de lait bio aujourd'hui, il est payé 55 centimes au producteur et qu'on le retrouve à 2 € en magasin, il y a quand même une sacrée marge là-dessus où il y a moyen de faire quelque chose. Et puis la troisième question, le troisième point, c'est quand je parle de changement de modèle, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit la part de l'alimentation dans le budget des ménages qui est en dessous de 10% aujourd'hui, alors qu'elle était de quasiment 30% dans les années 80, ces 20%-là, ils sont passés notamment dans les loisirs, dans les nouvelles technologies, etc. Du coup, il va falloir un changement d'économie, un changement de modèle pour redonner une place à l'alimentation. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à ceux qui nous disent qu'on a besoin de libre-échange, on a besoin des grandes firmes, on a besoin du libéralisme de manière générale, parce qu'on ne peut pas être souverainement autodépendant en termes d'alimentation, que l'agriculture française, elle n'est pas souveraine, elle n'est pas autosuffisante pour prodiguer l'ensemble des besoins de la population en fait. Comment avoir un équilibre entre, il y a du besoin de libre-échange, mais il y a beaucoup de problèmes avec le libre-échange. Ouais. Alors,
En tout cas, en termes alimentaires, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, la France n'est pas souveraine au niveau alimentaire, alors qu'elle le pourrait. En fait, il y a encore, si on prend les années 60, on était quasiment souverain au niveau alimentaire, quoi. Donc pourquoi on ne l'est plus? C'est parce qu'on a fait du libre-échange. C'est sûr que si on dit, tiens, nous, on produit, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, mais on produit en France des fraises, on est autosuffisant en fraises, mais ça coûte tant. Alors que les fraises qui viennent d'Espagne ou n'importe quoi, elles sont beaucoup moins chères, il faut que l'Espagne se spécialise en fraises et que nous on abandonne la fraise parce que c'est pas intéressant économiquement. Du coup, on se retrouve 40 ou 50 ans après en disant ah merde, en fait, on n'est plus autosuffisant, on n'est plus souverain alimentairement parce qu'on a cru que le libre-échange allait améliorer les choses. Sauf que finalement, en fait, on voit bien qu'une fois qu'il y a un problème sanitaire ou un problème économique, que des frontières se ferment, du coup, on n'a plus de fraises, on n'a plus de pommes, on n'a plus de machin. Donc en fait, on est persuadé que nous, sur la surface agricole qu'on a, on a de quoi être quasiment souverain alimentairement. Mais pour ça, il faut reprendre tout ce que je vous ai dit auparavant et il faut réinstaller des paysans, effectivement. Et en fait, s'il y a du revenu, il y a des gens qui seront prêts à refaire du fruit et légumes parce que là-dessus, on n'est pas du tout souverain. Il y a des gens qui seront prêts à refaire tous les types de production dont on a besoin. Donc je pense qu'au niveau alimentaire, on est totalement en capacité d'être souverain. Et en fait, je pense que ce qu'on nous rétorque souvent, c'est que la France nourrit le monde, elle envoie du blé dans des pays où il y a de la famine, etc., etc. Mais en fait, en faisant ça, on a aussi, nous, déséquilibré les agricultures dans chaque pays, quoi. Et en fait, il y a besoin sûrement d'un peu d'échange. On ne produira jamais d'oranges, d'ananas ou de certains produits, ou de café ou de chocolat, on est bien d'accord. Donc il faut de l'échange, mais en fait, il ne faut pas que les échanges déséquilibrent les souverainetés alimentaires partout dans le monde, quoi. Et moi, je suis persuadé, avant le libre-échange, en France, on arrivait à produire ce dont on avait besoin. Et il y a peut-être aussi certains produits aujourd'hui dont on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de consommer autant de cacao en France? Non, il faudra sûrement réduire notre consommation de cacao, notre consommation de café, notre consommation d'ananas. Voilà, il y a des produits, peut-être faut s'en passer, on peut vivre sans aussi, quoi. On n'est pas obligé de tout avoir tout le temps, quoi. Aujourd'hui, il y a une crise également par rapport aux vocations, en fait. Est-ce qu'il y a autant de jeunes qui veulent suivre votre exemple, travailler dans... Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous direz à ces jeunes-là, en fait, qui hésitent, ou alors ils ont envie de le faire, mais il y a tellement de difficultés en termes de charge horaire, par exemple, en termes... Bon, les normes, on en a parlé, pour vous c'est positif, mais parfois ça peut être administratif, par exemple, ou en termes de revenus paysans. Aujourd'hui, que dire à ces jeunes-là qui hésitent ou qui ont envie de le faire, mais qui ne vont pas se lancer dans le métier parce que le métier a perdu également d'une reconnaissance même sociale, en fait. Cette figure du paysan, de l'éleveur a été également perdue. Quel message vous donnerez à ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient suivre votre exemple mais qui ne se lancent pas dedans? Je ne sais pas si j'ai un message à leur transmettre, mais en attendant, moi je reviens à ce dont on parlait au début de l'entretien, c'est-à-dire le problème du revenu paysan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui se posent des questions, etc. Si derrière on avait un revenu décent, du coup la charge horaire par exemple, si on prend ça, elle pourrait être divisée. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui en tant qu'éleveur, donc je travaille 7 jours sur 7, mais si j'avais un vrai revenu et que je pouvais me permettre de prendre par exemple un peu un salarié même à temps partiel, ça pourrait me décharger des journées où je pourrais faire autre chose par exemple. Donc en fait la question du revenu, elle réglerait quand même une bonne partie des problèmes. Les gens, si on leur disait, moi par exemple je gagne 1400 € par mois, c'est faible. Si quelqu'un voulait reprendre sa ferme, on disait c'est sûr que voilà, au vu de la production, tu vas gagner 2500 € par mois. La personne va dire 2500 € par mois, ça vaut le coup et je peux m'organiser autrement, je peux trouver des solutions, etc. Par exemple, il existe un système de groupement d'employeurs où on peut prendre un employé à plusieurs fermes. Si on a les moyens de le faire, moi je m'arrangerais bien avec quelques voisins, on prend un employé en commun et du coup ça me soulage fortement sur l'astreinte par exemple. Je veux partir en vacances, le salarié peut me remplacer, etc. Donc la question du revenu paysan, en fait, elle est au cœur aussi du renouvellement des générations. Nous, dans le projet qu'on a, donc dans Souveraineté alimentaire, nous, alors peut-être c'est un rêve, mais on vise 1 million de paysans en France. On dit on a besoin qu'il y ait 1 million de paysans pour reprendre en main la souveraineté alimentaire. Mais en fait, encore une fois, s'il y a vraiment un revenu décent, le travail qu'on fait, il est quand même magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on voit dans l'interview, on est dehors, on est libre, on s'organise comme on veut, on nourrit les gens. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, 3 fois par jour, c'est grâce à nous que les gens ils sont en vie.
Donc c'est magnifique. Et en fait, si derrière il y avait un vrai revenu qui existait, je pense qu'on aurait beaucoup plus de candidats. Donc un revenu et deux, une reconnaissance. C'est-à-dire que si on produit, que moi je fais de la vente directe, alors tout le monde ne va pas en faire, mais quand les clients viennent et qu'ils disent on s'est régalé avec votre produit, merci beaucoup. Ça c'est aussi valorisant quoi. Alors qu'aujourd'hui on est dans des circuits longs, les gens, on est là dans notre tracteur, on produit du blé, ça part dans un camion, on ne sait pas où ça va. Je veux dire, il y a aussi un manque de reconnaissance et de valorisation là-dessus quoi. Donc en changeant de système, moi je suis persuadé qu'il y aura d'autres vocations qui vont arriver quoi. Alors qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux mouvements qui défendent également le vivant, comme vous, qui défendent l'environnement, qui défendent les animaux, etc., mais qui militent justement pour arrêter l'élevage, pour ne plus consommer de consommation animale. On a des mouvements comme ça qui émergent également et qui vous concurrencent en fait dans le discours en tout cas, puisqu'à la fin vous avez tous les deux des projets écologiques, vous voulez défendre le vivant, bien manger, mais vous allez vouloir le défendre par l'élevage, par l'agriculture paysanne. Et d'autres vont le dire, il faut arrêter. Alors effectivement, c'est un débat qui est vachement dur, on va dire, dans la société sur la fin de l'élevage. Nous, on est opposés tout à fait à ce discours. Première chose, à la Confédération paysanne, on rejoint tout à fait en disant que on reconnaît que l'élevage, il a un impact sur le dérèglement climatique. Là-dessus, on est d'accord. Il faut réduire notre consommation de viande dans notre alimentation. Moi, je suis un fervent défenseur de ça. On mange trop de viande. Et donc, il faut réduire la viande. Aujourd'hui, par exemple, en France, on sait qu'il y a à peu près quelques pourcents de fermes industrielles. On va dire, je crois que c'est moins de 5% des fermes qui sont on va dire des fermes-usines, entre guillemets, et qui produisent quasiment plus de la moitié, que ce soit en volaille ou en porc, de la viande. Donc, en fait, je me dis, si déjà on arrêtait ces fermes-là, on peut réduire quasiment de moitié l'élevage français. Et du coup, si on réduit de moitié et qu'on garde l'élevage paysan, déjà on a réglé une bonne partie du problème, en tout cas sur le dérèglement climatique. Et après, nous, sur l'élevage, les enjeux de l'élevage sont multiples en fait. On ne peut pas vivre sans élevage. C'est-à-dire que, la base, c'est la matière organique. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut produire des végétaux, donc de toute façon, il faut bien que les gens mangent. Donc si on veut remplacer les protéines animales par des protéines végétales, il faut les faire pousser sur les sols. Et en fait, aujourd'hui, le modèle le plus vertueux, c'est la polyculture élevage. C'est-à-dire que si vous regardez juste derrière, il y a un tas de fumier. Ce tas de fumier, il va être épandu sur les champs. Et en fait, c'est ça qui va permettre aux plantes derrière de pousser, quoi. Et du coup, si on n'a plus ça, on va se retrouver à devoir faire appel à la chimie, quoi. C'est-à-dire à mettre des engrais, etc. Il est aujourd'hui quand même assez difficile, notamment, alors peut-être pas partout, mais dans des zones comme ici dans le Boulonnais, de faire pousser des céréales ou des légumes sans mettre d'apport en matière organique. Donc les animaux, c'est un apport en matière organique, premièrement. Deuxièmement, c'est un maintien des paysages. C'est-à-dire qu'ici, dans le paysage boulonnais, moi ici, sur ma ferme de 24 hectares, je pense que si j'arrêtais l'élevage, il y a sur les 24 hectares, il y en a au moins 15 où on ne peut pas cultiver. C'est en pente, il y a des sources partout, on ne pourrait pas en faire grand-chose, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse la nature repousser dans tous les... Enfin, la nature, en tout cas, du coup, ça va devenir de la forêt, etc. Le paysage va être totalement modifié, quoi. Donc du coup, l'habitat va être beaucoup moins simple, etc. Donc ça, c'est une première chose. Quand on voit les zones de montagne, tous les paysages vont se refermer. Donc ça a un enjeu. Ensuite, l'élevage que nous, on promeut, par exemple bovin, il est sur 100% à l'herbe. Donc aujourd'hui, les prairies permanentes, par exemple, elles sont un enjeu pour la captation du carbone qui est énorme. Elles sont un enjeu pour retenir l'eau en cas de pluie, etc. Donc l'élevage, il a quand même beaucoup d'enjeux là-dessus. Et du coup, appeler à la fin de l'élevage, pour moi, ça veut dire quoi? Une société urbaine qui mange une agriculture très industrielle, enfin une nourriture très industrialisée, quoi. Parce que du coup, on va faire pousser des légumes, on va aller des légumes, des légumineuses, etc. On va aller les transformer dans l'agroalimentaire. On va être emballé dans du plastique. Je sais pas, c'est pas une société qui me fait rêver non plus, quoi. Donc je pense qu'il faut arrêter, en tout cas, d'être radical, mais de tous les côtés, je veux dire, agricole ou dans ces mouvements dont vous parlez, et qu'il faut plutôt se parler. Il ne faut pas être contre la fin de l'élevage, mais plutôt contre la fin de l'élevage industriel, pour une réduction de notre consommation de viande, mais pas pour un arrêt définitif. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le salon de l'agriculture, et on sait qu'à la Confédération paysanne, vous avez fait votre propre salon, si je ne me trompe pas. Ouais.
De quoi c'est parti cette volonté d'avoir un salon de l'agriculture parallèle? Alors, du coup, nous, le projet, c'était de faire ce qu'on appelle les salons à la ferme. Donc, plutôt que que les gens se déplacent à Paris, aller voir le salon de l'agriculture, qu'ils se déplacent dans les fermes. Donc, en gros, on a, sur toute la France, fait à peu près au moins un salon par département. Nous, ici, nous, on a la Conf Nord-Pas-de-Calais. On a fait un salon dans le Pas-de-Calais et un salon dans le Nord. L'idée, donc, comme je vous dis, c'est parti l'année après le Covid, où il n'y avait pas eu de salon d'agriculture et où du coup la Confédération paysanne nationale a dit allez, faisons dans chaque département un mini salon. Et donc on a lancé ça et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait le retour était très positif et que en fait les gens étaient contents de venir sur les fermes et en gros, l'idée, c'était de parler de tout ce dont on parle depuis le début de cet entretien, c'est-à-dire de présenter le projet de la Confédération paysanne à travers l'exemple d'une ferme adhérente à la Confédération paysanne. Et concernant du coup le salon de l'agriculture, est-ce qu'aujourd'hui vous en avez une bonne image? Ou est-ce que c'est pas plutôt de la communication pour les politiques, où chacun vient parader et montrer qu'il est proche des paysans? Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment un intérêt pour représenter le métier, la profession de manière très générale, ou est-ce que c'est pas plus de la communication politique? Oui, non, moi je suis pas du tout pour... je veux dire, je vois pas trop l'enjeu du salon de l'agriculture. Peut-être qu'au départ, il y avait un enjeu effectivement de montrer. Aujourd'hui, comme vous dites, c'est de la communication, c'est-à-dire qu'on se doit d'y être, c'est-à-dire que la Confédération paysanne a un stand, je ne veux pas dire le contraire, on se doit d'y être parce que tout le monde y est. C'est là qu'on peut parfois faire passer des messages parce que les médias viennent en masse. Donc du coup, il faut y être pour faire parler de nous. Mais l'enjeu du salon d'agriculture, alors cette année, il y a eu les manifs, etc. C'est un peu différent, mais les années précédentes, pendant 15 jours, on parle d'agriculture, on a l'impression, tous les politiques viennent, oui, on va faire ci, on va faire ça. Puis dès que c'est fini, on n'entend plus parler de rien. Donc c'était aussi l'enjeu des salons à la ferme, c'est de dire il faut vraiment aller localement en parler parce que c'est un peu une grand-messe médiatique, l'enjeu, il est quand même très faible en fait, Et donc justement, quand vous parlez de votre métier, de l'agriculture, du modèle que vous défendez, qu'est-ce que vous dites aux consommateurs, qu'est-ce que vous dites aux Français de manière générale pour qu'ils puissent contribuer à préserver un modèle agricole français écologique, de commerce direct, respectueux de l'environnement, paysan? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, de manière générale, du coup, vous dites aux Français en fait qui veulent contribuer également à votre projet? Mon message, il pourrait pas s'adresser directement à tous les Français. En gros, il y a quand même toute une partie de la population aujourd'hui qui vit dans la grande précarité et qui du coup a peu, voire n'a pas de levier d'action sur le type d'alimentation qu'ils peuvent acheter en gros, parce qu'ils n'ont pas de revenus, donc ils achètent au moins cher. Et du coup, moi je ne vais pas dire à ces gens-là, oui, il faut acheter du bio, non, ils sont dans une situation qui est telle, et donc du coup, vis-à-vis de ces 9 millions de Français qui vivent en dessous ou autour du seuil de pauvreté, moi je suis pour dire, et du coup c'est pour ça qu'on s'associe souvent avec d'autres membres de la société civile pour dire qu'il faut qu'il y ait une augmentation du SMIC ou du machin, etc., du pouvoir d'achat. Donc c'est pas là à ces gens-là que je vais m'adresser parce que voilà. Mais par contre, il y a aussi toute une partie de la population aujourd'hui qui a des leviers d'action dans son budget pour acheter, pour consommer différemment. Et à ces gens-là, je vais dire, il faut changer ses habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'acheter, c'est ce qu'on nous dit à la radio tout le temps, mais il faut arrêter d'acheter des produits ultra transformés. Il faut repasser du temps à aller chercher des produits de qualité, que ce soit sur les marchés, que ce soit directement dans les fermes, que ce soit dans les magasins bio spécialisés, etc. Il faut du coup que les gens qui le peuvent, et il y a quand même une partie de la population qui le peut, mettre plus d'argent dans le budget alimentaire, tout à fait, on repasse plus de temps à cuisiner chez soi. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas ce mouvement-là, de l'autre côté, nous, on a beau produire une alimentation de qualité, si en rentrant du boulot, on a la flemme et on achète une pizza pas chère à Carrefour, on n'y arrivera pas, Donc nous, on est prêt et on le fait déjà à modifier nos pratiques et à avoir une agriculture paysanne plus respectueuse de l'environnement et des hommes. Il faut aussi que de l'autre côté, il y ait ça. Et du coup, il faut absolument, et là peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais il faut modifier notre budget et dépenser moins un peu moins dans les loisirs et un peu plus dans l'alimentaire, Et en fait, c'est quand même pas énorme quand on achète, je vais prendre un exemple, mais quand on va acheter, moi je produis du poulet, un poulet qui va coûter peut-être 2 ou 3 euros du kilo plus cher que le poulet de supermarché. Je veux dire, si on achète 2 poulets par mois qui font 2 kilos, ça va nous faire 6 euros par mois.
on multiplie ça par le nombre d'aliments, peut-être que ça va être un surcoût de 100 ou 200 euros par mois en alimentaire. Bon, je veux dire, peut-être que ça peut se trouver ailleurs dans le budget. On fait un resto en moins, on part une fois de moins un week-end dans l'année, et puis c'est jouable, quoi. Enfin, du coup, voilà. Du coup, moi, je pense qu'il y a des marges de manœuvre, et à un moment donné, il va falloir qu'on les. Et je parle aussi pour moi parce que je suis aussi un consommateur. Hein, du coup, j'essaye de le faire. Je dis pas que c'est toujours facile, mais je pense qu'il y a une marge de manœuvre, quoi. Est-ce que également vous encouragez la consommation bio? Est-ce que pour vous déjà le bio est réellement bio? Est-ce que réellement il est plus écologique, il est beaucoup plus sain en termes de production, de consommation? Et est-ce que également vous encouragez les Français à consommer bio? Tout à fait. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, c'est quand même le seul label, on va dire, qui assure que quand même la production est faite d'une manière extrêmement respectueuse de l'environnement et de la santé, quoi. On trouvera toujours, on pourra toujours critiquer, trouver des marges de progrès, d'amélioration, mais aujourd'hui, le cahier des charges bio, il est quand même assez strict. Moi, je suis producteur en bio pour les poulets, et puis j'ai beaucoup de collègues en production bio. Le cahier des charges, il est quand même très strict. On peut faire confiance au label bio aujourd'hui. Et en fait, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, contre la pollution des sols, des nappes phréatiques, etc., c'est l'agriculture biologique qui est notre meilleur allié, quoi. Donc oui, j'encourage au maximum à en manger bio. Ouais. Et justement, il y a un problème de prix également. Est-ce que vous partagez cet avis que le bio est trop cher? Non. Non, je partage l'avis que sur plusieurs produits, le bio est plus cher que le conventionnel. Bon, effectivement, parce qu'il demande plus de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre qui coûte plus cher que le pétrole ou les produits phytosanitaires. Donc, du coup, effectivement, il y a un surcoût en bio. Après, si on compare, il n'est pas vrai sur tous les produits. Notamment aujourd'hui, en fruits et légumes, il y a eu des études qui ont été faites où, selon où on l'achète, etc., par exemple, si vous achetez vos fruits et légumes sur le marché en bio, vous les paierez pas beaucoup plus cher que si vous achetez vos fruits et légumes en grande surface en conventionnel. Donc voilà, sur certains produits, c'est même pas vrai. Sur d'autres produits, c'est sûrement vrai. Parce que par exemple, si vous achetez du poulet bio, il va être plus cher que du poulet bas de gamme nourri au soja brésilien. Là, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est-à-dire que plutôt que d'acheter 3 poulets bas de gamme, vous achetez 2 poulets bio et puis vous en mangez un peu moins. Et puis en fait, c'est le même prix, quoi. Donc c'est aussi notre façon de consommer qu'il faut modifier pour pouvoir acheter bio. Et tout à l'heure, on parlait de la viande. Effectivement, la viande, c'est ce qui coûte le plus cher. Du coup, il faut acheter moins de viande, mais en acheter de la bonne, entre guillemets, et acheter plus de légumes. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pas compliqué, mais il faut vraiment changer notre logiciel, quoi. On a parlé de l'Union européenne, on a parlé du gouvernement, des problèmes purement politiques, et vous avez beaucoup parlé également de l'agroalimentaire, des circuits longs. Est-ce que le problème, en fait, il n'est pas également que l'économie agricole, elle a été beaucoup trop soumise, en fait, à ces grandes infrastructures agroalimentaires, et que se défaire de ce système-là, c'est trop tard, en fait, si je peux me permettre. Et que du coup, retourner à une agriculture que vous preniez plus paysanne, de circuits courts, c'est un leurre, c'est un rêve qu'on alimente, que vous alimentez. Que l'agriculture, elle est tellement inféodée, tellement liée à cette nouvelle agro-agriculture qui veut dire démesurer le système économique de l'agriculture. Il est plus en vos mains, mais il est aux mains des autres. Et qu'on ne pourra plus reprendre ce pouvoir-là. Sur l'analyse, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été une volonté politique à un moment donné on va dire de spécialiser l'agriculture vraiment sur la production et du coup de laisser la transformation et la distribution aux mains de coopératives et puis de groupes privés. Et donc ce système, il s'est développé, et vous avez tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, de manière générale, ils n'ont plus du tout la main là-dessus, quoi. Et donc ils sont à la merci. Je donne juste un exemple. Donc il y a une partie, moi, de mes animaux, mes bêtes que je vends au circuit long, on va dire, et où c'est même pas moi qui fais la facture. D'ailleurs, je leur vends,
Et un mois après, c'est eux qui me font ma facture, en fait, tu vois. Tellement on n'a plus la main, quoi. Et du coup, ils m'envoient le chèque avec la facture et hop, j'ai plus qu'à le classer dans mon classeur. C'est pas moi qui leur dis, je vous le vends à tel prix. C'est eux qui me disent, on te l'achète à tel prix parce que le marché, en ce moment, il est à temps. Enfin, je veux dire, du coup, on marche sur la tête. Et donc, sur l'analyse, sur le constat, on est d'accord. Après, sur le fait de dire c'est un leurre, etc., moi, je dis pas que ça va être facile. On a effectivement, le système, il est tellement là depuis longtemps, il s'est tellement développé et ces grosses structures agroalimentaires et la grande distribution sont tellement omniprésents que ça va être difficile, ça va être un combat. Mais en fait, à aucun moment, on va baisser les bras. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, on dit, tout est foutu, quoi. Donc non, tout n'est pas foutu. On voit quand même qu'il y a des projets un peu alternatifs qui existent, que ce soit, moi, je pense, si on prend les réseaux, par exemple, Biocop, qui aujourd'hui commencent à avoir du poids, quoi. Je veux dire, c'est pas un petit truc qui se passe dans le coin de la rue. Alors, soit ça concerne quand même peu de gens et un pourcentage faible, mais il y a possibilité quand même de développer des circuits alternatifs. Enfin, l'État, il est là aussi pour mettre des règles, quoi. C'est-à-dire qu'on a laissé faire et on a laissé s'enrichir toutes ces intermédiaires, entre guillemets. Je veux dire, à un moment donné, les politiques sont aussi là pour mettre des lois, aller fouiller là-dedans et regarder les marges, etc. et de dire, non, ça c'est interdit. Alors, il y a un essai qui a été fait avec toutes les lois Egalim dont on entend parler depuis quelques années. Dans l'idée de base, voilà ce qu'il faut faire. Après, dans la mise en œuvre, les lobbies ont tout fait pour qu'elle soit inopérante, et du coup, c'est le cas. Mais si on prend la dernière loi Egalim, l'idée de base était très intéressante, c'était de dire on part donc du producteur, et puis ensuite le prix doit être négocié avec le producteur en fonction de ses coûts de production, et puis ensuite on remonte la chaîne jusqu'à la grande distribution. Et c'est dans ce sens-là que ça doit aller. Donc du coup là on se dit oui, c'est ça qu'il faut faire, sauf que du coup les lobbies ont été là, et en fait comme critère de départ, il n'y a pas que le coût de production, il y a aussi le prix du marché, etc. Donc c'est-à-dire qu'on peut ils peuvent toujours acheter nos produits moins cher que notre coût de production. Donc ça est inopérant. Mais si on met comme départ dans la loi Egalim de dire, c'est une histoire de prix plancher, hein, si on dit 1 kilo de viande, ça coûte 5,50 € à produire, et on ne peut pas m'acheter de la viande en dessous de ce prix-là. Et du coup, le suivant, l'agro-industriel, lui, va devoir mettre sa petite marge dessus, et puis machin, jusqu'à la grande distribution. Là, oui, il y a moyen de faire quelque chose, même dans ce système avec plein d'intermédiaires, il y a moyen de réguler ça, quoi. Sans rentrer dans la politique à proprement parler, est-ce que la Confédération paysanne, elle a des liens avec certaines organisations? Est-ce qu'elle appelle à voter pour certaines listes, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan purement politique, vous soutenez en tout cas certains partis, certains mouvements qui vous défendent plus que d'autres? Alors nous on reste un syndicat, d'agriculteurs, et donc on va pas soutenir comme ça des partis en disant à nos adhérents on vous appelle à voter pour tel ou tel parti. Pas du tout. C'est pas notre rôle et c'est pas notre envie, parce que nos adhérents ils sont totalement libres de choisir pour qui ils veulent voter. Par contre, il nous arrive dans certaines actions qu'on fait d'être rejoints par différents partis selon les choses, parce que libre à nos adhérents d'aller voir un peu dans les projets des partis, mais effectivement il y a plusieurs de nos revendications qui sont reprises par certains partis politiques, et du coup qui en tout cas l'agriculture qu'ils promeuvent ressemble plus à la nôtre à l'agriculture dominante, quoi, on va dire. Nous on est pour le dialogue et pour le débat, c'est-à-dire que si que ce soit les Verts, LFI ou n'importe qui veut nous rencontrer pour discuter de notre projet agricole et d'essayer de comprendre, etc., nous on est totalement ouverts à ça. En fait, nous, notre but, c'est de montrer qu'on a un projet agricole et un projet de société. On le met en avant, on essaye de le défendre, et s'il est repris par des partis politiques pour en faire leur projet à eux, tant mieux en fait. Nous, on veut pas c'est pas notre projet, hein. L'idée c'est qu'il passe dans l'ensemble de la société, que ce soit dans les partis politiques, dans d'autres syndicats, dans des associations, etc. Est-ce que vous serez du coup prêt à parler aux partis du gouvernement, donc on parle ici de Renaissance du coup, ou des partis de l'extrême droite par exemple, si voilà ils disaient tout compte fait, on veut mener un projet pour vous, on aimerait bien parler avec vous, avoir un projet commun, des actions communes, est-ce que vous êtes ouvert jusque
l'extrême droite, jusque le gouvernement, jusque la droite qui peut défendre justement l'agriculture capitaliste, etc. Je pense qu'on peut parler avec beaucoup de monde. On est quand même un syndicat d'ouverture, de dialogue, etc. Je veux dire, si aujourd'hui, vous dites la droite veut nous rencontrer pour échanger avec nous sur notre projet agricole et tout, on va être ouvert. Effectivement, la limite, ce sera l'extrême droite. C'est-à-dire que, en tout cas, alors là, je vais parler pour la Confédération paysanne du Nord-Pas-de-Calais, parce que je suis le porte-parole du Nord-Pas-de-Calais. On ne rencontre pas les élus RN et on ne les invite pas par exemple, quand on fait les salons à la ferme, on invite les politiques, mais on n'invite pas le RN et on n'ira pas les rencontrer à leur permanence ou etc. Non. Pour finir cet entretien, on aimerait comprendre comment imaginez-vous dans les années à venir la situation de l'agriculture. Est-ce que actuellement vous êtes positif? Est-ce qu'actuellement vous avez une plutôt bonne opinion sur ce que va être votre condition, vos revendications? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Ou alors est-ce que pour vous actuellement, on a vu les différents problèmes que vous avez soulevés, et ces problèmes-là, selon vous, vont continuer à perdurer, vont s'aggraver? Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Je ne suis pas bien très positif, hein, c'est-à-dire que le projet qu'on défend, moi, il me fait rêver. Je pense vraiment que c'est le projet qu'il faut pour sauver l'agriculture française. Il y a quelques années, on était vraiment sur une bonne dynamique, notamment on voyait que la bio se développait beaucoup, etc. Là, la bio est un peu en crise. Nous, on va continuer le combat, tout en espérant que vraiment on va réussir à redresser la barque et aller dans le sens dont on veut. Mais c'est vrai que j'ai peur, j'ai quand même peur du chemin qui est pris. Parce que quand je vois ce qui se dit au niveau politique actuellement, les décisions qui sont prises, j'avoue que j'ai un peu peur pour l'avenir. Je suis pas serein. On va continuer le combat parce que notre projet il est juste et j'espère vraiment qu'on va y arriver, mais j'en suis pas sûr.